Nous avons l'énorme plaisir d'accueillir encore une fois Jaime Rosales, qui connaît très bien le festival. La dernière fois, je vous le rappelle, il a remporté le prix Jules Verne ici. Et on s'en souvient, n'est-ce pas, avec Petra. Et donc là maintenant, il vient avec Los Girasoles Silvestres, que vous venez de découvrir sans doute. Et il est là, pas besoin de traduction. Vous avez bien vu qu'il parle très, très bien français. Et donc il est là. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose, Jaime, pour commencer ou on passe la parole directement. Juste dire que, pour continuer un petit peu avec l'introduction que j'avais fait dans le théâtre, c'est que donc il y avait cette jeune femme américaine qui présentait dans le reportage photographique 3 relations avec 3 hommes très différents entre eux. L'inspiration, donc, c'est assez littéral. C'était vraiment le premier gars qui était assez couillon, on peut dire. Et après, elle allait avec son ex-mari, enfin le père des enfants. Et puis finalement, il se retrouvait avec un gars qui était assez, on va dire, assez normal. Il ne faisait pas rêver, mais c'était un type un peu responsable. Voilà. Et il avait aussi un bébé avec ce garçon. Et donc, le mari, il était au Alaska. Et donc, moi, je me suis dit, qu'est-ce que c'est l'équivalent de l'Alaska, donc un territoire d'outre-mer, pour nous, les Espagnols. Et c'est Ceuta y Melilla. C'est ces 2 villes qui sont dans le territoire marocain. Et donc voilà, donc j'ai dû ce reportage photographique présenter donc des images et des textes. Et donc moi j'ai ajouté des dialogues, j'ai ajouté certaines situations, et j'ai beaucoup changé la fin. La fin, il y avait cette crise un peu d'anxiété qu'elle a vers la fin. Et pour moi, c'était important de faire un peu de miroir entre la scène de l'agression et la scène de la crise. Donc ça, un peu pour finir avec cette introduction que je ne voulais pas préciser trop lors de l'introduction pour ne pas révéler qu'il y avait 3 histoires, etc. Nous avons le plaisir aussi d'avoir Floreal Peleato, qui est un ami du festival et critique et historien du cinéma, et spécialiste aussi, je dirais, du cinéma espagnol et de Jaime Rosales en particulier. Donc il est là aussi pour les débats, et ami aussi, n'est-ce pas? Donc Floreal. Bonsoir, merci d'être ici, merci à Jaime d'avoir accepté cette rencontre avec le public. Puisque vous avez vu le film, on peut donc en Internet Matin, on peut déjà parler de choses plus précises. Il y a une relation très directe entre la toute première scène sur la plage et la toute dernière scène. Il y a un écho de cette jeune femme seule avec des enfants, et la toute dernière scène, cette jeune femme avec 3 enfants et en couple. À quel moment s'est bâti cet arc de dramatique? Est-ce que c'était déjà présent dès les débuts de l'écriture, puisque je sais que tu travailles beaucoup d'une manière assez conceptuelle, c'est-à-dire que la forme, on en parlait juste avant de s'installer à cette table, à quel point la forme est importante pour toi. Très en amont, est-ce que tu étais conscient qu'il devrait y avoir cette relation presque musicale entre ces 2 scènes, ou est-ce que c'est venu en cours d'écriture? Bon, déjà, quand on parle d'écriture, pour moi, il faut distinguer, parce que en général, les gens pensent que l'écriture, ça a à voir avec le scénario. C'est vrai que le scénario, c'est écrit à la machine, mais il y a aussi l'écriture filmique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire avec la caméra, est-ce qu'elle va bouger, qu'est-ce que va faire la musique, donc c'est toute l'écriture filmique. Donc, l'écriture du scénario a eu beaucoup de changements. Il y avait un moment où vraiment l'histoire, c'était que donc cette jeune mère partait en France, partait à Lyon, elle laissait les enfants avec le père, et vraiment en France, elle galérait assez. Elle n'arrivait pas à trouver un boulot, elle était presque... elle dormait dans les rues, enfin, elle galérait beaucoup.
Et le film finissait avec un Sénégalais qu'il a retrouvé et qu'il accueillait en famille. Et c'est un peu bizarre pour la famille sénégalaise, mais c'était un peu comme une intégration de cette fille espagnole qui avait laissé ses enfants malheureusement avec son père et que finalement elle était accueillie par donc des immigrants en France. Et c'était une fin que j'aimais beaucoup. Après, il y a eu beaucoup d'autres. Donc ça pour dire que le scénario évolue beaucoup. Et ça évolue beaucoup parce qu'il y a beaucoup de gens qui donnent leur opinion. Donc il y a des producteurs qui disent « Ah, ça c'est très bien, mais ça c'est pas très bien, et ceci, cela. » Et donc ça évolue beaucoup. Et après, il y a cette question de l'écriture filmique. Pour moi, l'écriture filmique consiste à penser à un ADN pour le film. Un ADN, c'est-à-dire que je vais faire des choix filmiques, des choix esthétiques qui ont à voir avec l'utilisation de la caméra. Est-ce que la caméra va bouger? Est-ce que ça va bouger la caméra à la main? Est-ce que ça va être sur trépied, plan fixe? Est-ce que, qu'est-ce qu'on va faire avec la musique? Est-ce qu'il y aura de la musique? Quel type de musique? Ou il n'y aura pas de la musique? Donc tous ces choix filmiques, esthétiques, qui vont marquer l'ADN du film. Et après, je fais tout le film avec cet ADN, avec ces choix. C'est des choix limités. Par exemple, mon film précédent, que certains d'entre vous, vous avez vu, Petra, tout était filmé avec une caméra qui flottait, comme si une espèce de présence rentrait en scène, regardait et partait. Et après, le scénario se déployait tout dans sa dramaturgie, mais la mise en cadre, c'était tout le film avec ce dispositif. Justement, à propos d'écriture dans ce film-là, c'est un film en 35 mm, en scope, tu travailles à nouveau avec les Nouveaux. À partir de quel moment, justement, ce choix d'ADN filmique apparaît? Est-ce que c'est en parallèle avec l'écriture du scénario? Est-ce que tu travailles déjà avec l'équipe de production et avec les Nouveaux? En fait, ces choix vont être très importants, puisqu'il y aura, par exemple, des ellipses très importantes qui ne sont pas bien entendu des carences, mais des choix. C'est aussi important ce que l'on montre que ce que l'on ne montre pas. Et par exemple, il y a des choses qui sont grandes comme l'emploi des panoramiques, qui sont inhabituelles dans le cinéma jusqu'ici. Et là, il y a un accompagnement, une douceur, il y a même une sorte d'effraction de l'intimité grâce à ces panoramiques. Comment tu as travaillé tout cet ADN? Donc, je vais répondre à tes questions de deux façons. Donc, d'abord, on parle de l'ADN de Girassoles. Donc, effectivement, je me suis dit que l'essence ou l'ADN clé du film serait des panoramiques. C'était une caméra qui sera fixe sur un trépied et on ira vers les personnages. Hélène me disait, est-ce que vous allez me dire à chaque moment où aller? Moi je disais, parce qu'elle ne comprend pas l'espagnol, moi je disais, écoutez, non, je préfère que vous alliez un petit peu d'une façon plus rythmique qu'en fonction de ce qui est dit. Et parfois la caméra est sur un personnage alors que c'est l'autre qui dit ce qui est, d'un point de vue dramatique, le plus important. Donc ça, c'était l'ADN de tout le film, ces panoramiques que tu as effectivement repérées. Après, la première scène et la dernière sont différentes. Parce que j'ai voulu dans ce film, normalement, dès la première scène, il y a l'ADN qui se pose. Mais là, j'ai fait quelque chose de différent et j'ai commencé le film avec une caméra comme celle de Petra. C'était une caméra flottante qui arrive sur la plage. Donc, il y avait un peu comme si Petra n'aurait pas été achevée complètement. Je me suis dit, bon, il y a quand même un petit peu de Petra et on va l'abandonner, pas dans le film Petra, mais on va l'abandonner dans le film Girassoles juste après cette première scène. Et la fin, c'est un peu l'opposé. C'est vraiment une façon de tourner que j'anticipe que peut-être ça sera quelque chose qui aura à voir avec mon prochain film. Et c'est vraiment une caméra qui est sur des rails et qui évolue avec des mouvements sur des rails. Et
qu'elle est posée et à un certain moment, elle fait un mouvement d'une façon très aperçue par le spectateur. Par rapport à la question de comment ça se produit, comment ça apparaît, en général, moi, quand je commence un film dans ma tête, je pense à trois choses. Donc il y a l'histoire, il y a une certaine histoire, un personnage qui apparaît, un conflit et une certaine idée de fin. Il commence ici et il va finir là. Après, la fin pourra changer, comme je l'ai expliqué avec ce cas-là de cette famille sénégalaise, que, à toute évidence, vous l'avez pas vu. Et donc, il y a l'histoire. Il y a aussi, je commence à réfléchir à cet ADN. Et je commence aussi à réfléchir à l'économie du film. Je me dis combien ça va coûter, combien je vais arriver à avoir. Oui, puisqu'il faut préciser que tu es producteur de tes films ou coproducteur, donc c'est fondamental. Oui, mais c'est fondamental dans le sens aussi que, comme je dis souvent, que l'élément esthétique le plus important d'un film, c'est le budget. De sorte que je soutiens que deux films qui auraient le même scénario, strictement le même scénario, mais deux budgets différents, sont plus différents que deux films qui auraient deux budgets différents et le même scénario. C'est ce que j'ai dit, non? Je me suis trompé. Le truc, c'est que le scénario, c'est pas si important. Le plus important, c'est le budget. Et la deuxième chose la plus importante, c'est l'ADN. Et le scénario, c'est vraiment l'excuse pour faire quelque chose d'esthétique et dépenser un peu d'argent. Et on donne beaucoup d'importance à la télé, au scénario. Mais pas, je pense que au cinéma, c'est moins important. Voilà. Et alors, pour reprendre ce que tu es en train de dire, puisque l'accent est mis sur la mise en scène, j'aimerais que tu nous parles de la manière dont tu as travaillé avec les acteurs, puisque je crois qu'il y a de plus en plus chez toi la volonté d'une justesse de l'interprétation, qui ne soit ni naturaliste ni théâtrale. Comment ça s'est passé avec des interprètes qui proviennent d'horizons différents? Donc là, par exemple, j'ai travaillé avec... moi, ce que je fais, pour moi, c'est très important, le casting. Et des fois aussi, j'utilise des acteurs que je connais, que j'ai déjà travaillé, qui me servent un peu comme d'encre. Par exemple, là, c'était Auriol. Quand j'avais travaillé sur Petra avec lui, le style d'interprétation que j'utilise, ça me servait pour qu'il le transmette aussi aux autres acteurs. En faisant des scènes avec lui, avec les autres, ils se mimétisaient avec eux. En fait, la façon de travailler, c'est écrit, le texte, ils le lisent une fois, on est dans un studio, ils lisent le texte une ou deux fois, et après, ils le lisent plus jamais. Et donc, l'important, c'est qu'ils s'approprient le texte avec des improvisations, mais dans la dramaturgie. Parfois, il y a le risque que, de temps en temps, ils se perdent, il y a un effet, comme ça tourne et ils ne sortent pas de là. Et donc, je fais des gestes pour qu'ils comprennent qu'il faut sortir. Là, par exemple, j'ai travaillé avec Ana Castillo, elle est très très jeune, mais elle a une technique incroyable. Les gens pensent qu'elle est très spontanée, que vraiment elle fait des trucs sans effort. Et c'est ce qu'on a l'impression. Et je vais raconter une anecdote ce qui s'est passé lors de la promotion. On était un jour à la radio, on était les trois, Auriol, Anna et moi. Et moi, un jour une des scènes, la scène où elle descendent tous les deux du parking de la discothèque et ils marchent vers la discothèque. Pour moi, c'était une petite scène où il y avait un plan, mais c'était important que Auriol dise quelque chose de très drôle et qu'elle vraiment, elle s'éclate. Et qu'elle trouve ça super drôle, elle s'éclate. Et parce que comme lui, il était un peu couillon, on se disait pourquoi est-ce qu'elle va être avec lui? Il est beau, il est sexy, ça on comprend, mais est-ce que ça suffit? Et pour moi, c'était important qu'il soit vraiment très drôle et qu'il y ait une complicité énorme entre les deux. On comprend qu'elle s'épanouit beaucoup avec lui. Et donc, je lui ai dit, écoute, pense à un truc drôle, un chiste, on dit, algo gracioso. Et tu lui dis, dans le plan,
mais moi, j'ai pas besoin de savoir ce que c'est. Ah, ok, j'ai pensé à un truc. T'es sûr que tu veux pas savoir? Non, non. Bon, on tourne le plan, il lui dit son truc, elle s'éclate, parfait. Euh, et lorsque j'étais dans cette interview, les trois, je dis à Ariel, là maintenant j'ai la curiosité de savoir ce que tu lui as dit. Il dit, ah non, 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 c'est pas possible, je peux pas dire. Et je dis, non, mais écoute, t'inquiète pas, écoute, qu'est-ce que tu lui as dit? Et Anna, non, 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 on peut pas te dire, on peut pas te dire. Et moi j'ai insisté. Et lui il a dit, mais finalement il y avait un truc, un truco. Et je dis, mais c'était quoi le truc? Et en fait, je lui ai dit la blague avant, quand on était dans le parking. Et quand on a marché, moi je lui ai dit, t'as dû dire une autre blague. Donc, quelle est la deuxième blague? Non, non, il n'y avait pas de deuxième blague. Elle m'a dit, écoute, t'inquiète pas, tu fais semblant de me dire la blague, et moi je vais m'éclater de toute façon. Donc, ça, à quel point elle a une technique que moi je n'ai même pas remarqué. Moi je lui ai dit, mais c'était quoi là, finalement la blague? Non, 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 parce que c'était sur toi. Elle dit, ah alors, je veux pas ça. À propos des acteurs, il y a quelque chose qui me frappe dans le film, c'est que certains personnages semblent dans l'incapacité littérale et symbolique de voir loin. D'autres, comme le personnage de Julia, qui voit loin, comme si ça exprimait d'ailleurs sa trajectoire émotionnelle, non? Est-ce que dans ta manière de découper l'espace, d'organiser les déplacements des personnages dans les lieux de tournage, tu avais ça en tête ou ça s'est fait de manière organique, vous l'avez découvert ensemble? Dis-nous comment ça se fait ça. Non, j'étais frappé par ces regards, il y a vraiment des regards qui vont loin comme ça, qui sont fermés, tournés vers eux-mêmes. Bah, je dois avouer que non, c'est pas quelque chose que j'avais travaillé ou prévu. C'est vrai qu'elle a quelque chose dans ses regards, un peu qu'elle cherche à l'horizon. Là, je pense que, je ne sais pas si tu parles de ce regard-là, il y a vers la fin, dans la toute scène finale, quand ils sont à côté du lac, qu'elle fait, elle est là, et il y a un de ces regards que moi j'aime beaucoup. En fait, dans le montage, c'était quelque chose que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui, pour moi, apparaît dans ce film-là, qui n'était pas présent, ou moins présent dans tes films antérieurs, ou que je n'ai pas su voir. Tu me diras si je me trompe. C'est qu'il y a un thème qui court tout au long du film. Il n'y a pas un seul mot à ce propos, pas une action dramatique qui ne le souligne, mais je crois, on verra ce que le public en pense, qui est que malgré toutes les vicissitudes que rencontre Julia, à la fin, il y a le bonheur malgré tout. Et cette dimension du bonheur, distillée peut-être au compte-gouttes dans sa vie jusque-là, c'est quelque chose qui me semble assez nouveau dans ce que tu as fait jusqu'ici. C'est très particulier la fin du film, parce que, en fait, quand j'écris un film et après quand je le tourne, je ne sais pas vraiment comment ça va être reçu, comment ça va être ressenti. C'est vraiment aucune idée. Et après, on le présente au public, et dès les premières impressions, ça a été probablement les lectures les plus diverses que j'ai eues de tous mes films. Il y avait des gens, après Saint-Sébastien, qui me disaient, mais heureusement qu'il y a le bonheur à la fin, heureusement qu'il y a cette fin qui donne de l'espoir. Et il y avait des gens qui me disaient, mais c'est un film très amer. Et la fin, ça m'a laissé, c'est vraiment très triste. Et pourtant, c'est le même plan. Les gens, ils ont vu le même film. Mais c'est vrai que la toute fin contient quelque chose de, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais quelque chose d'ambigu qui donne la possibilité d'être interprété selon les cas d'une façon différente. Pour le public qui voit de l'espoir, c'est d'une grande évidence. Et ils disent non, mais c'est pas possible. Et les gens qui voient une amertume, c'est aussi d'une grande évidence. Et ça a été assez particulier. Mais les deux sont vrais, puisque quand même les étapes qu'elle traverse sont des étapes difficiles. Il n'empêche que je perçois, c'est peut-être ma lecture, elle est biaisée, quand même une vitalité qui, au lieu d'être abîmée à la fin, est une vitalité renforcée. Et quand même, quand on la voit partir vers le loin avec ses 3 enfants, même si elle est très jeune, elle a 3 enfants,
une situation certainement fragile, mais c'est peut-être aussi le moment que tu nous parles de quelque chose qui a été rare dans tes films jusqu'ici, qui est l'emploi de la musique. Il n'y a pas toujours été favorable, et là en l'occurrence tu fais appel ni plus ni moins qu'à Triana, qui est un groupe de rock, de rock progressif de la première moitié des années 70 et qui vient de Séville. Triana est un célèbre quartier de Séville. C'est quand même assez étonnant cet emploi de Triana, notamment dans la scène de karaoke. Quand ils chantent tout Frialda, on n'est plus dans le réalisme là. Parce que je doute qu'il y ait beaucoup de spectateurs, pardon, de personnages de leur âge, de leur milieu social, qui connaissent les chansons de Triana. Donc là, même pour les spectateurs, pour vous, ça paraît peut-être tout à fait réaliste, mais c'est un des éléments dans le film qui montre une sorte de distance, de stylisation par rapport au réel le plus strict. Tout à fait. Oui, pour moi, la musique dans le film, c'est, j'ai fait comme aussi un truc. C'est, j'essayais que certaines scènes, comme par exemple ce que tu viens d'évoquer, le karaoké, donc c'est un karaoké, et normalement c'est choisi par le personnage, mais effectivement, tu peux te demander si tu crois à ce choix. Et aussi, quand il y a Marcos à Melilla, il danse, et c'est de la musique de Pavarotti. Et en fait, pour moi, c'était le contrat que j'établissais avec le public, c'est un peu la musique des personnages, et c'est aussi ma musique. C'est la musique que moi j'aime. Il y a Triana, parce que j'aime Triana. Et c'était, et Pavarotti, pareil. Et c'est un peu comme, moi je l'explique, la meilleure façon d'expliquer, c'est un peu comme quand on reçoit chez soi et on met de la musique. On veut accueillir les gens avec une certaine musique que l'on espère ça va plaire aux autres, qui va donner une ambiance. Et là, pour moi, c'était un peu, c'était pas une musique qui apportait aussi un peu un effet dramatique, mais c'est surtout cette connexion entre les personnages, la dramaturgie et en l'occurrence ma personne. Je voudrais revenir sur une chose que j'ai mentionnée, mais qui est quand même importante dans le film, ce sont les ellipses. Je prendrai deux exemples pour en situer très vite. Lorsque Oscar frappe Julia, on ne voit pas comment elle appelle la police, ou comment la police arrive, on va directement à l'essentiel, c'est-à-dire comment on va le menotter. On ne voit pas non plus la réaction des enfants, il n'y a qu'un plan à peine. Un autre exemple, c'est Amélie, quand la petite Rita disparaît, on ne voit pas comment on la retrouve. Il pourrait y avoir dans un autre type de dramaturgie, ben voilà, la volonté de créer du suspense, de créer de l'émotion, de créer un crescendo, pas du tout. C'est caractéristique dans ton cinéma. Mais c'est étonnant parce que ça crée une sorte de complicité avec le spectateur, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il n'est pas nécessaire de raconter. Et ça, est-ce que c'est présent, je reviens à la notion d'écriture et la double, est-ce que c'est présent dès l'écriture du scénario, ou est-ce que très vite tu te rends compte que c'est pas la peine, ou est-ce que parfois il y a eu des ellipses qui sont apparues au montage? J'en doute un peu, mais... Oui, en fait, ça vient un peu de le fait que le film était inspiré d'un photoreportage. Donc les photos, c'était très elliptiques. Et on comprenait. Et donc, une des choses qui a été très magique pour moi avec ce film, c'est que ma fille aînée, donc de 19 ans, a vu le film. Donc c'est le premier film de mes films qu'elle voit. Elle est venue à Saint-Sébastien, elle l'a vu là-bas. Et après, quand on a sorti le film à Madrid, elle est revenue le voir et avec une amie. Elle a raconté très bien ce que c'était une ellipse à l'ami. Elle lui a dit, écoute, il faut faire très attention. Ce qui est déjà, ça m'a étonné parce que quand on voit un film, on fait attention, mais eux, ils regardent un film, ils parlent au téléphone, ils font un truc, ils dessinent, enfin, ils font plein de trucs en même temps. Et elle a dit, il faut faire très attention. Parce que si tu fais pas très attention, tu vas pas comprendre. Parce que ça va très vite. Mais les scènes, ça va très lentement. Voilà, ça c'est une ellipse. Les scènes, ça allait lentement. Mais après, on saute, et si on n'est pas attentif, on perd le fil. Mais si on est attentif, on suit. Mais elle a tout à fait raison, mais ça ne s'applique pas uniquement aux ellipses. C'est-à-dire que ça s'applique à toutes les scènes. C'est-à-dire que le film est très rapide en fait. Et le concision du montage, vraiment, j'allais dire notable, enfin, très clair.
Et en même temps, le rythme est très posé, il n'y a pas d'accélération, il n'y a pas de précipitation, qui fait que ça donne un grand paradoxe entre la lenteur, disons, apparente, et en même temps la rapidité qu'il y a. Et j'aimerais savoir comment tu travailles ça dans la relation avec les acteurs, parce que ça tient beaucoup à eux aussi, dans l'énergie que tu leur transmets, dans l'énergie qu'eux-mêmes vont trouver. C'est bizarre, parce que moi je pense que finalement, dans les films, et là je suis en train de dire deux choses qui vont sembler un peu des hérésies. Des hérésies. La première, l'histoire c'est pas si important. La deuxième, les acteurs sont pas si importants. C'est la caméra qui raconte. Si moi je mets, on le connaît, les gens du cinéma savent ce que c'est l'effet Kuznetsov. Si on met un plan de quelqu'un qui regarde, et après un plan de ce qui était vu, peu importe, on peut changer les fois qu'on voudra ce que regarde la personne. L'important c'est ce que fait le spectateur. C'est lui qui construit à partir du langage cinématographique. Cette année, moi j'ai vu un film extraordinaire, un des films qui m'a le plus plu, c'est EO, je crois que le film du petit âne. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que dans le film, on rentre dans la psychologie de l'âne, et surtout on rentre dans le regard de l'âne. Mais comment on le fait? C'est pas parce que Skolimowski a fait un jeu d'acteur d'âne extraordinaire et on a un âne qui a une psychologie extraordinaire. C'est la caméra. Il met la caméra, l'âne regarde, il pose la caméra dans le regard de l'âne et il voit une scène qui a une psychologie, on va dire, humaine. Et après, il remet la caméra frontale sur l'âne et nous, le spectateur, on sent ce qu'a senti l'âne, alors que l'âne, il n'a rien senti à toute évidence, parce que c'est un âne. C'est le langage du cinéma qui fait ça. Donc, tout ce qui a à voir avec l'histoire, tout ce qui a à voir avec les ellipses, tout ce qui a à voir avec le rythme, ça n'a rien à voir avec les acteurs. Les acteurs, simplement, vont donner une vraisemblance, vont donner un charme. C'est important, ils donnent une présence. Mais tout ce qui a à voir vraiment avec la narration, par exemple, la fameuse, on a parlé avant, la fameuse scène de Hitchcock à la douche. Voilà, c'est la caméra, c'est les points de vue. On sent comment le point de vue, c'est vraiment une substitution littérale du point de vue de la femme qui est agressée. Et on voit, on a l'impression qu'on nous agresse, nous. Le jeu de Janet Leigh, ça va. Mais c'est pas important, c'est la caméra. Et donc, c'est ça vraiment l'essentiel. L'essentiel du cinéma, c'est qu'est-ce qu'on fait avec la caméra, comment on raconte ce qu'on veut raconter avec les outils qui sont du cinéma. Continuer avec la caméra. Bon, tout à l'heure, pour ceux d'entre vous qui ont assisté à la masterclass de Maura, elle disait, bon, c'est une toute autre expérience. J'imagine. Non, oui, non, c'est une toute autre expérience du cinéma. Aucune importance. Non, mais non, tu te trompes là. Elle disait justement, la caméra, c'est la moitié. Bon, elle, le comédienne, disait, bon, le comédien apporte la moitié, mais la caméra, c'est la moitié du travail. C'est la moitié des émotions ressenties par les spectateurs. Donc, on va dire. Même si votre trajectoire n'est pas moi, je dirais que le comédien, c'est 10%. Bon, alors, restons-en à la caméra et au travail de l'image. Tu peux nous dire un peu comment vous avez travaillé, Hélène Louvaret-Bois, pour trouver cette transparence quand même assez frappante, et pas uniquement parce qu'on est à Mérida ou dans des Lions-Solides, il y a quand même une sorte de transparence un peu orientale presque dans certains plans du film. Comment vous avez travaillé ça? Je sais pas, je sais pas trop répondre à ça parce que j'ai pas trop le souvenir. En général, avec Hélène, moi je lui dis, voilà, l'ADN pour ce film, ça va être ça. Et elle dit, c'est très bien parce que c'est quelque chose qui, elle le sait, elle le comprend et c'est quelque chose qui a à voir avec justement le choix
de l'écriture de base, on va dire. Donc, si je lui dis on va tourner le film en plan séquence, elle va me dire ah c'est très bien. Si je lui dis on va tourner le film caméra à la main, elle va me dire ah c'est très bien. Et si c'est en plan fixe, elle va me dire aussi ah c'est très bien. Et après, elle va essayer à chaque séquence, chaque moment, de cet ADN qui a été choisi, de le faire le mieux possible, d'un point de vue de la lumière. Et elle travaille très 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 bien la lumière pour rendre les plans finalement les plus beaux possibles et les plus efficaces possibles. Donc c'est plus un travail, moi je pense que Hélène c'est surtout quelqu'un qui a une très grande compréhension de la lumière. Le découpage, finalement, c'est moi qui va lui dire bon, ben, la caméra va là, on va faire 5 plans, on va faire 3 plans, bon, on va faire un plan de cette séquence. Et donc, si c'est un plan, mais il y a plusieurs axes, elle va trouver la solution à que dans cet axe. Edouard Weintraub, ça va? Monsieur le Président, joli. Enfin voilà, donc c'est un peu vraiment son added value, qui est extraordinaire, c'est comprendre à moment, quelle est la meilleure façon d'utiliser la lumière pour le plan. Peut-être y a-t-il des interventions de la part du public? Madame. Moi, j'aimerais savoir Ah oui, le titre, oui. J'aimerais savoir d'où vient le titre, si c'est votre titre, ou alors si c'est un titre qui vient de quelqu'un d'autre, comment il s'explique. Oui, en fait, en général, les titres, c'est assez particulier parce que il y a des fois où le titre m'est venu tout de suite et j'ai commencé par le titre. D'autres fois, j'ai changé de titre même après le tournage. Et en général, je pense que les bons titres sont des titres qui sont pas trop longs, comme ça on va se souvenir, et pas trop abstraits. Là, j'étais un peu à la limite. J'étais vraiment limite. C'était un peu poétique en trop. Mais il y avait quelque chose, je pense, dans le tournesol qui d'un côté s'oriente vers la lumière. Donc il y avait quelque chose que je pense que le personnage de Julia cherche, le bonheur, on peut assimiler à la lumière. Et en même temps, le tournesol dépend du soleil. Il suit. Et elle est aussi, il a une certaine dépendance aussi avec vis-à-vis des hommes. Et donc, du coup, je me suis dit que. Sylvestre. Oui, et Sylvestre, c'est un peu un paradoxe, puisque les tournesols, ils sont plantés par les humains. Et donc, oui, voilà, c'était un peu chercher une certaine contradiction, une certaine révolte. Je pense que tout tournait autour du personnage de Julia. Donc, elle est dépendante, mais elle a quelque chose de sauvage, elle cherche la lumière. Je pense que ça doit être comme ça. Mais ce n'était pas si raisonné que ça. Et pourtant, cette révolte, elle n'éclate jamais. Elle est latente, elle est toujours là. On l'aperçoit, il me semble. Mais il n'y a jamais de moment où elle refuse le monde dans lequel elle vit, dans lequel elle se rend en colère de manière brutale. Y a-t-il d'autres interventions? D'autres personnes qui souhaitent poser des questions, poser une réflexion? Comment doit-on interpréter le silence? C'est toujours difficile. On a tout dit, ou alors il n'ose pas, ou... On n'étape pas, c'est du vin et écouter. Et nous, on va dîner. Donc oui, s'il n'y a pas d'autres questions... Ah, si, non. dernière, ici. Je n'étais pas à la présentation, là, mais j'ai vu votre film. Et donc, je sais pas ce que vous avez dit des choses à la présentation d'aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé, mais c'est très triste, au fond.
comment dire, la responsabilité des hommes, de cette génération, elle pose question ou pas? C'est ce que c'était voulu, pas voulu? C'est une critique? Ce qui m'a intéressé quand j'ai vu le photoreportage, c'était que ça permettait de réfléchir sur les rôles changeants, ils ont toujours été changeants, mais qui sont très importants dans le débat actuel entre les hommes et les femmes. Ça m'a intéressé beaucoup. Je pense que les hommes sont en train de s'adapter beaucoup aux changements qui viennent à travers la femme. C'est quelque chose qui a à voir avec eux et qui a à voir aussi avec le rapport avec la femme. Par exemple, il est clair pour moi que les deux premiers personnages ne savent pas gérer bien ces nouveaux rapports. L'un parce qu'il a un côté, on va dire, plus macho et très narcissiste. Il y a un moment donné, il se plaint. Mais pourquoi tu es toujours avec les enfants? Ce qui est vraiment quelque chose de puéril face à quelqu'un comme elle qui prend cette responsabilité. Et le deuxième, c'est quelqu'un qui assume d'une certaine façon la paternité. Il paye et il fait ce qu'il peut. Mais il a des conflits intérieurs qui à toute lumière, c'est pas un bon père à ses yeux et à nos yeux probablement non plus. Et après, il y a le troisième. Et moi, je pense que le troisième, c'est quelqu'un, on va dire, si on parle de cette évolution de la femme et des hommes, je pense que c'est quelqu'un de plus évolué. C'est quelqu'un qui comprend les responsabilités et aussi, c'est quelqu'un qui fait un bon choix lorsqu'il y a une crise très forte. Il n'est peut-être pas aussi beau, aussi charmant, aussi drôle que le premier, mais il est, d'un point de vue éthique, il est plus solide. Et je pense que même si à la fin, on peut avoir cet aspect amer de se dire c'est pas le prince d'un film de Disney, mais quand même, c'est quelqu'un que on peut confier en lui et que probablement il pourra, je ne sais pas s'il va la faire la femme la plus heureuse du monde, mais en tout cas probablement pas la plus malheureuse. Est-ce que c'est suffisant? Chacun pourra avoir sa réponse. Et pour finaliser, simplement dire que le personnage de Julia n'est pas parfait non plus. Il ne faudrait pas non plus dire, voilà, lui le dernier, il n'est pas le prince Disney, mais elle non plus, elle n'est pas la princesse Disney. Voilà. Pour la prochaine fois, on fera un film Disney. Et on aura un public énorme et on fera beaucoup de dollars. Le premier, il est très admirable, puisqu'en réalité, il ne supporte pas la présence sur son territoire d'un Trump, d'un représentant du sexe masculin, puisqu'il empêche le gamin de jouer à la vidéo, et surtout la scène, quand le gamin est près de la piscine, il lui dit attends, il est en permanence. Pour lui, c'est insupportable qu'un autre être de sexe masculin occupe son espoir. Absolument, absolument. Et moi, il est en plus dans le narcissisme complet, puisqu'au moment où on le voit s'examiner devant la glace, s'examiner devant la glace. Absolument, c'est exactement ça. C'est un homme, en fait, moi, on peut le dire d'une autre façon, c'est un homme moins évolué. C'est un homme un peu plus, plus préhistorique, on va dire. Il est complètement dans la animal, on sait bien que les mâles chez les félins tuent les petits et qui sont protégés par les félins. Oui, absolument. Bon, on va remercier et Floreal Peleato et
Bien sûr, Jaime Rosales, qui nous a fait le plaisir de revenir dans ce ne sera pas la dernière fois avant de vous. Merci.